Ce qu'il y a de bien avec les super-héros, c'est qu'ils sont une source quasiment inépuisable de sujets pour la psychiatrie. Parce que lorsqu'un personnage souffre d'un trouble psychique, ça lui donne de la profondeur, ça le rend plus énigmatique ou plus inquiétant, ça peut le rendre plus fort, plus empathique. Dépression, troubles psychotiques, névrose obsessionnelle, psychopathie, histrionisme, narcissisme, mégalomanie, bref, que ce soit dans les comics ou dans les films, on est servi copieusement. La sortie récente du film Thunderbolts me donne l'occasion de joindre l'utile à l'agréable, puisqu'aujourd'hui on va parler de santé mentale et de super-héros. Santé mentale au cinéma, oui, mais pas que, puisqu'on va en profiter pour faire une petite incursion dans le domaine de la bande dessinée, pour parler des maladies mentales de nos héros préférés. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre, bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien. Je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Vous écoutez l'épisode 26 et pour m'accompagner au micro, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume qui va être mon référent super-héros et comics aujourd'hui, puisque ses connaissances sont quand même bien plus étendues que les miennes sur le sujet. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour. Bah écoute, ça va très bien. Merci de m'inviter pour le coup. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bah, je pense pour tout le monde en fait. Enfin, je pense qu'il y a personne qui me connaît, c'est quand même étonnant. Du coup, oui, donc ben, effectivement, donc Guillaume. Donc moi, j'écris pour un site qui s'appelle tryagame.fr. Je fais des vidéos aussi pour eux. Alors c'est un site qui parle de pop culture et principalement de jeux vidéo et de jeux de société. Mais on parle aussi de comics, ça tombe bien pour le coup, Hmm. pour la séance d'aujourd'hui, mais aussi de manga et de BD. Et donc dans le cadre des comics, donc je fais des séries de vidéos sur les personnages. Donc soit c'est leur biographie, et là j'ai attaqué dernièrement donc une nouvelle série qui essaye de mêler deux de mes passions, qui est un peu la science et les super pouvoirs de super-héros. Et du coup j'essaye d'explorer, on va dire, la véracité scientifique des super-pouvoirs de certains super-héros. Voilà. En gros, dit autrement, qu'est-ce que ça donnerait si le personnage il existait dans notre monde réel à nous? Voilà. J'en profiterai pour mettre le lien justement vers ces vidéos-là dans le descriptif du podcast. C'est gentil. Comme ça, vous pourrez voir, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Enfin, surtout parce que moi, j'y connais pas grand-chose en comics et donc j'apprends énormément de choses et j'aime bien ça. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, d'abord, je vais vous présenter un petit peu le film Thunderbolts. Ensuite, on fera le parallèle entre les personnages présents dans le film Thunderbolt et les personnages des comics, puisque ce sont des personnages qui existent vraiment dans les bandes dessinées. On parlera du thème principal quand même qui revient et qui a été un petit peu choisi pour ça aussi comme thème de fond dans ce film de super-héros qui est la thérapie de groupe. Et puis ensuite, on parlera ensemble, avec Guillaume de d'autres exemples qu'il peut y avoir soit dans le Marvel Cinematic Universe ou dans les comics de, super-héros qui ont des troubles psychiques, heu et pas que seulement ceux qui sont concernés par, la thérapie de groupe dans Thunderbolt. Enfin, comme d'habitude, on terminera par notre avis sur le film et on donnera, chacun une recommandation en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Voilà, vous êtes prévenus, ma séance de psy, épisode 26, c'est parti. Il y a un truc qui cloche chez moi. Un vide. J'ai cru que c'était suite à la mort de ma sœur. Mais ce sentiment a grandi avec le temps. Un sentiment de néant. Thunderbolts est donc un film américain de 126 minutes réalisé par Jake Schreier et sorti en avril 2025. C'est le 36e film du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et le dernier de la phase 5, parce qu'il y a des phases dans le MCU pour ceux qui connaissent. Dans les rôles principaux, donc, on retrouve Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, qui est donc le fils de son père, Kurt, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, que moi je connaissais surtout pour Seinfeld,
une série de vieux comme moi. Et enfin, Lewis Pullman, lui aussi, le fils de son père, je crois que c'est Bill, son père. La filmographie de Jack Schreier, moi je la connaissais pas du tout. En fait, c'est surtout quelqu'un qui a fait des séries, des épisodes de séries. Euh, Moi, j'ai vu qu'un épisode d'une série réalisée par lui. C'était un épisode de Skeleton Crew, qui est une série dans l'univers Star Wars, qui est sortie sur Disney+. Voilà. Sinon, Jack Schreier, c'est sa première vraiment réalisation pour le cinéma, on va dire grand public, quoi. La bande son, je ne savais pas, mais c'est un groupe qui s'appelle Son Luxe. Je ne sais pas si tu connais, soit. C'est eux qui ont fait la bande originale du film Everything Everywhere All at Once, que j'avais bien aimé, euh, qui pourrait peut-être même mériter un épisode de podcast. Je crois que je le revois parce que c'était quand même 3 heures de grosse prise de tête, ce film. Mais j'avais trouvé ça vachement plaisant. Voilà. Bon, enfin, au-delà de l'aspect purement super-héroïque, on va voir que le film, il aborde à sa manière le thème des maladies mentales et notamment de leurs conséquences sur la vie des personnages concernés. Donc l'histoire, elle est centrée principalement sur le personnage de Sentry. On en parlera tout à l'heure ensemble, mais elle traite aussi de l'aspect, je dirais, co-développemental des interactions entre les différents membres des Thunderbolts. Et donc, ça sera l'occasion de parler un peu de thérapie de groupe tout à l'heure. Voilà. Sinon, niveau anecdote sur le film, qu'est-ce que je peux vous dire? Lewis Pullman, dans une interview, a dit s'était particulièrement investi dans le film. C'est lui qui joue Bob. Est-ce que je peux montrer Bob avec mon doigt? Là. Mince, on voit plus mon doigt. Il est là. Ça disparaît à ce moment-là. Donc, il joue donc le personnage de Sentry. Lui, il était particulièrement impliqué dans le film puisqu'il a été soigné pendant sa jeunesse pour un trouble obsessionnel compulsif, un TOC. Voilà, qui est une pathologie qu'on connaît bien en psychiatrie et dont on a déjà parlé dans le podcast, si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur Pour le pire et pour le meilleur avec Jack Nicholson, vous pouvez aller l'écouter. Sinon, le projet Thunderbolt, bon, bah, ça, il remontait finalement à assez longtemps puisque c'était une idée de James Gunn au départ. James Gunn qui a fait des films pour Marvel, qui maintenant travaille pour la maison concurrente après avoir été viré avec perte et fracas de chez Marvel. Et lui s'est intéressé déjà à ce type de personnage un petit peu loser avec qui on pouvait faire des histoires intéressantes. Donc finalement, il sera allé faire The Suicide Squad pour DC. Et puis alors, chose intéressante, Jack Schreier qui s'est inspiré de films qu'il aimait bien pour Thunderbolt et notamment des films qui parle justement un peu de thérapie de groupe ou d'émulsion entre les personnages. Le premier qu'il a cité, c'était Breakfast Club, un film des années 80 qui racontait les déboires de plusieurs élèves avec différents styles on va dire, de caricatures d'adolescents différents qui se retrouvaient ensemble en col et qui développaient une amitié. Il s'est inspiré aussi de Dans la peau de John Malkovich. Et puis, il s'est inspiré aussi, ça c'est plus drôle, de Toy Story 3, notamment pour explorer ce qu'il appelait la dynamique de groupe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le film Thunderbolt, il est sorti à un moment bien particulier parce qu'il est sorti pendant le Mental Health Awareness Month, c'est-à-dire le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou pas? En tout cas, c'est exactement à cette période-là que le film est sorti. Voilà ce que je peux dire d'autre. Ah oui, tiens, peut-être que toi, tu as eu la référence, mais l'assistante de Valentina de Fontaine dans le film, qui s'appelle Melissa, apparemment serait un clin d'œil à un personnage de super-héros qui s'appelle Songbird dans les comics. Ouais, alors ça n'a jamais été officiellement validé, on va dire. Mais bon, on sait bien que les fans de films Marvel, enfin les fans de films de super-héros de manière générale, ils aiment bien scruter image par image et se faire des théories à se retourner le cerveau, pour le coup. Et bon, là, faut pas aller chercher très très loin avec elle, effectivement, parce que déjà, le prénom du personnage, ben, dans le film, ressemble beaucoup au prénom du personnage dans la BD. Et en plus de ça, sur certaines images, on la voit avec un petit collier qui est à l'effigie d'un oiseau.
pour le coup. Ah, ouais, c'est ça. D'où Donc, le clin d'œil. d'où effectivement le clin d'œil appuyé du style on vous a pas oublié. T'as vu la ref? Regarde, Enfin, voilà quoi. Bon, après, pour le coup, le film en est bourré des références, vu que les personnages sont des personnages secondaires ou des antagonistes d'autres films, de films précédents ou carrément de séries. Typiquement, le Captain America Wish, qui est joué par le fils Russell, ben, lui, pour le coup, C'est là, c'est lui. ouais, c'est lui, voilà. Une bonne tête, quand même, hein. Une bonne tête de. Voilà, il a la tête de son rôle, moi, je trouve, pour le coup. Ouais. Voilà, qui était dans. C'était quoi? C'était Falcon et Winter Soldier, And the voilà, Winter donc la Soldier. série, voilà, qui était sortie à l'hiver 2023. Ouais, je crois, ouais, que j'avais beaucoup aimé, moi. Mm. Surtout. Les premiers épisodes, en termes d'action, ils envoyaient, hein, pour le Mm. coup. Voilà, si tu étais en recherche d'action, effectivement, c'était une bonne série. Bon, après, je trouvais que ça tombait un peu, mais les premiers épisodes étaient en tous les cas très motivants. Ouais. Mais la psychologie du personnage de John Walker, donc comment c'est quoi son nom, c'est quoi son nom de Captain America Wish là? Ah Euh, bah, ça dépend. Alors, dans le film, je sais plus comment ils l'appellent, mais sinon, c'est US Agent ou US Nomade dans les Agent. BD. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, En plus, il y a un oui, jeu de mots, hein. US Agent, USA Agent. Bon. ah. Bah, je trouvais que dans la série, il était plutôt bien traité, justement. Et puis, il y a tout ce côté un peu dérapage qui fait qu'il Hmm. sombre un peu du côté obscur. Je trouvais que c'était plutôt bien amené. Ouais, c'est bien amené. C'est mieux amené que dans les comics, en tout cas, pour le coup. Ah ouais. Bon, Mira, c'est pas très dur. Mais voilà, ouais. Après, les références à d'autres films du MCU dans le film Thunderbolt, il y en a aussi pas mal, hein. Oui, Le bah, fa- vu qu'ils viennent chacun de films ou de séries différentes, en fait, ils viennent chacun un peu avec leur univers. Donc, il y a un peu des private jokes entre eux, voire des private jokes à eux-mêmes. Après, le film, je ne l'ai pas revu récemment, donc je ne me suis pas amusé à faire un listing, mais oui, effectivement, oui, il y a matière. il y a le fameux On Your Left Par exemple. que, que dit Captain America quand il passe à côté de Falcon. Là, je sais plus dans lequel Captain America c'était. Bah là, du coup, C'était Winter euh, Soldier. c'était Winter Soldier. Ouais. Bah là, donc c'est John Walker qui reprend la réplique. On a qui dans la pièce? Le tristement célèbre fantôme? Ex-agent du Shield, recherché dans quoi? 15 pays? Le Maccabée, là-bas, qui a détruit la moitié de Budapest? Parle pas d'elle comme ça. Et toi? Une ancienne tueuse de la Chambre Rouge. Autant dire que t'as les mains couvertes de sang. On n'a pas de leçon à recevoir de la part de Captain America moins le quart. Je vous signale que j'ai été officiellement Captain America, alors... Ouais, pendant genre 2 secondes. Avant que tu massacres un innocent dans la rue devant témoin, surtout tu m'arrêtes si je me trompe. Qu'est-ce que t'appelles innocent? Bon, je la fais courte. Moi, je suis un vétéran décoré, heureux en ménage, avec un enfant. Et franchement, vous êtes des mercenaires de 3e zone. Alors c'est clair, je suis là pour vous arrêter. Non, elle est bonne. J'avoue que ça fait du bien. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, c'était tendax. J'ai bien cru que... Je partirai d'ici qu'une fois ma mission terminée. Et croyez-moi, je compte pas tout faire foirer, étant donné que Valentina m'a promis un nouveau départ. Sauf que l'énergumène, là, il faisait pas partie de l'équation, alors j'ai besoin de comprendre. Ok, donc on va passer à la présentation un petit peu plus en profondeur de ces personnages protagonistes essentiels de Thunderbolt. Et puis, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le MCU a fait de ces personnages de comics. Euh, donc, on va les prendre bah, dans l'ordre. Tiens, on va commencer par Sentry, parce que Alors, si t'es d'accord. ouais, je suis d'accord, mais il y a une petite précaution oratoire quand même à prendre avant. Alors, la petite précaution oratoire, bon, je vais essayer de ne pas la faire durer trop longtemps. Déjà, il faut noter en fait qu'il y a une grosse différence entre les trois grands styles de BD mondiaux, que sont les comics, les mangas. Alors, j'inclus effectivement les mangas qui viendraient comment dire, de Chine ou de Corée, et la BD dite franco-belge, donc européenne. Euh, les comics, en fait, alors, je commence un peu toutes mes vidéos avec ça d'ailleurs, mais c'est pour dire que en fait, un personnage, ça appartient pas à un auteur. Astérix et Obélix, alors oui, effectivement, maintenant, ça c'est passé de main, mais à l'époque, c'était Uderzo et Goscinny. Voilà, il Mm. était impensable que entre deux Astérix, il y en ait un troisième qui soit écrit par quelqu'un d'autre.
Euh, les personnages de comics et les comics, donc, de manière générale, ils appartiennent à une maison d'édition. Ce qui veut dire que d'un mois sur l'autre, les auteurs peuvent changer, les dessinateurs peuvent changer, les coloristes peuvent changer, enfin toute l'équipe créative peut changer. Et chaque équipe créative vient un peu avec son idée du personnage ou de l'équipe. Ce qui fait que ça bouge pas mal dans les, comment dire, dans le caractère des personnages, ça bouge pas mal, pour ce qu'on leur fait vivre aussi, pour le coup. Et surtout, c'est des personnages qui existent maintenant pour certains d'entre eux depuis 50 ans, 60 ans, 70 Mm. ans même. Il faut les faire évoluer. Et puis, non seulement il faut les faire évoluer, puis surtout, il faut les faire évoluer avec leur public. Les BD, l'âge d'or des BD, on va dire, enfin des comics plus exactement, les enfants qui lisaient ça et qui étaient très friands du grand méchant qui arrivait sur scène en disant je suis le grand méchant, je vais détruire le monde parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Ils ont vieilli et du coup, il a fallu un peu continuer à leur vendre des BD et du coup, il a fallu faire maturer, on va dire, les BD avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a des BD qui sont plus noirs, plus logiques, enfin, plus logiques, enfin, en tout cas, plus ancrés dans le réel. Donc ça, c'est la première précaution oratoire qu'il y a à prendre, c'est que quand vous lisez un personnage, on va dire, suivant l'époque à laquelle vous lisez, vous allez peut-être avoir l'impression de lire deux personnages totalement différents. Et ceux dont on va parler aujourd'hui sont pas des exceptions, pour le coup. Ça, c'était la première chose à dire. Et puis la deuxième chose à dire, c'est que ça, c'est plutôt spécifique à Marvel, puisque, comme tu l'as dit, donc James Gunn, lui, il est parti côté DC. Et puis, il est parti pas sur n'importe quel rôle, c'est-à-dire il a le rôle un peu de Kevin Feige Mm. pour Marvel, c'est-à-dire que c'est lui qui organise un peu tout le bousin maintenant, pour essayer de faire quelque chose d'un peu cohérent et surtout d'un peu tenu sur la durée. Ce Ouais. qu'ils n'ont pas On va vraiment pas réussi à faire rentrer, maintenant. on va pas Parce qu'ils rentrer ont... dans la polémique de ce que fait Alors James non, Gunn sur DC parce que. Alors, on rentre pas dans la polémique, mais juste pour dire qu'effectivement, DC a voulu rattraper le wagon Marvel quand ils ont vu qu'ils aient 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par film. Du coup, ils ont fait des choses un peu en accéléré. Du coup, ils se sont un peu trompés stratégiquement sur deux, trois trucs. Donc là, ils essayent un peu de recadrer. Et donc voilà. Donc en fait, ce que je vais dire, ça va surtout concerner Marvel dans un premier temps. C'est qu'il y a des ponts qui sont faits donc, entre les BD et les films de manière constante et à deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été prises des BD pour faire des films, en déconstruisant un peu, en remettant un peu au goût du jour, en actualisant tout simplement. Et puis, puis on a développé d'autres idées pour ces personnages-là. Et puis du coup, ces idées qui ont été développées dans les films, les auteurs de BD, les scénaristes se sont dit, Eh, c'est pas mal en fait, on va peut-être reprendre ça pour la BD. Et du coup, il y a des traits de caractère qui ont complètement changé. Pour moi, l'exemple le plus emblématique, en fait, c'est Tony Stark, qui est campé par Robert Downey Jr. Mm. Moi, j'ai toujours milité pour dire que Robert Downey Jr. ne jouait pas un rôle, il jouait Robert Downey Jr., à qui on Ouais. avait filé une armure. Voilà, et des moyens illimités. Euh, Après, le, comment dirais-je, le personnage d'Iron Man, joué par hmm, Robert Downey Jr., le, il y a un parallèle entre la vraie vie de Robert Downey Jr. et le, oui, per- et le personnage de Tony alors, Stark. Donc, je vais faire rapide parce qu'effectivement, c'est pas le sujet de la vidéo, mais effectivement, oui, le personnage d'Iron Man, c'est un personnage donc, qui à un moment donné souffre de troubles lui aussi et d'alcoolisme. Et effectivement, Robert Downey Jr., il a connu ça aussi dans sa vie. Donc il y a effectivement un lien entre les deux, pour le coup. Mais surtout, l'exemple le plus grand, c'est que pour moi, en tout cas, Tony Stark, ça n'a jamais été un personnage fun. Ça n'a jamais été un personnage marrant, ça n'a jamais été un personnage qui fait des blagues, ça n'a jamais été un personnage comment dire, un peu malicieux, on va dire. Ça n'a jamais été vraiment comme ça. Et je trouve en tous les cas que depuis Iron Man 1, qui a presque 20 piges maintenant, le personnage d'Iron Man dans les BD, il est devenu vraiment le personnage du film. Il essaye de faire plus de blagues, voilà, et puis il est encore plus dragueur, mais dragueur. Avant, il était dragueur Sean Connery dans James Bond, tu vois. Maintenant, il est dragueur un peu, hein, alors, je suis Robert ou je suis pas Robert? Voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'exemple le plus emblématique de lien, de pont à double sens qu'il y a pu y avoir entre les BD et les films, effectivement, c'est le personnage d'Iron Man en l'occurrence, quoi.
Donc voilà, ça c'était. Alors j'ai fait un peu long effectivement, mais c'était les petites précautions oratoires donc à avoir. Et puis, bah, autre précaution, et dernière, et promis, et après on peut enfin parler de Sentry, c'est il faut aussi faire un distinguo entre ce que fait enfin, entre ce qui se passe dans Marvel, enfin ce qu'a fait Marvel plus exactement, et ce qu'a fait DC, mais à l'origine, pas au niveau des films, mais en écrivant leurs premiers personnages et leurs premières histoires. Euh, Marvel, quand ils écrivent un personnage, enfin, quand ils ont créé des personnages, Spider-Man, les X-Men, typiquement Iron Man et compagnie, ils ont toujours fait en sorte de créer des personnages qui étaient imparfaits, qui avaient des faiblesses, euh, qu'elles soient physiques. Très peu de leurs personnages, enfin du moins leurs personnages emblématiques ne sont pas omnipotents, sur le papier en tout cas. DC, c'est l'inverse. DC, Batman, c'est le mec le plus intelligent du monde, c'est le meilleur détective du monde, voilà. Superman, il est invincible. Point. Le seul moyen de vaincre un peu Superman, La c'est kryptonite. c'est de trouver un bout de caillou. Alors c'est marrant qu'ils trouvent tous. Alors c'est marrant quand même le nombre de kryptonites, les tonnes de kryptonite qu'on arrive à trouver quand même sur Terre. Bon, alors qu'il y a 225 années-lumière entre les deux planètes, mais voilà. Donc du coup, ça fait un peu effectivement gadget, ça fait un peu facile pour le coup, mais bon, donc DC en tous les cas, DC, ils ont toujours, enfin, à l'origine du moins, c'était des personnages là, tout puissants, intouchables, alors que Marvel, voilà, personnage encore, je le redis encore une fois, un peu imparfait, ce qui leur permet en fait de traiter plusieurs sujets, ce qui leur permet déjà soit de traiter effectivement des problématiques du quotidien. Spider-Man, ça a clairement été créé pour parler aux adolescents qui étaient au lycée ou qui allaient rentrer à la fac, pour le coup, pour parler de leurs problèmes d'adolescents. La petite copine qui a un crush sur ton meilleur ami et pas sur toi, les problèmes familiaux, Tati qu'il faut gérer, et ainsi de suite. Ou autre exemple, effectivement, hyper connu, c'est les X-Men, donc avec toute la notion d'apartheid et de racisme. Euh, et c'est pour ça aussi que Marvel a été comment dire, plus avant-gardiste sur les maladies mentales, les troubles de manière générale pour le Hmm. coup. Voilà. Et donc c'est ce qui nous amène effectivement à Thunderbolt, donc avec une équipe de bras cassés comme on en a rarement fait, hormis peut-être chez Camelot, avec notamment le premier en tête, effectivement, le personnage un peu principal du film, donc qui est Sentry. Donc Sentry, effectivement, hein, comme dans le film, c'est Bob. Donc Bob, il a des problèmes. Bob, il a des problèmes d'insomnie, et pas que. Bob, il fait des rêves bizarres. Bob, il est sous médicaments et il continue à faire des rêves bizarres. C'est des rêves dans lesquels il se voit avec des super pouvoirs. Il trouve ça étrange. Bob, en fait, il se trompe pas. Il a effectivement des super pouvoirs. Et là aussi, donc, il y a une référence qui revient très appuyée, peut-être même trop appuyée dans le film, parce que c'est dit à au moins 4 reprises, je crois, qui est qu'il a la puissance de 1000 soleils. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu aussi sa marque de fabrique, son slogan, on va dire, dans les comics. Et donc voilà. Et en fait, Bob, il est persuadé qu'il est persécuté par son ennemi intime, son Joker à lui, pour le coup, qui s'appelle The Void. Voilà. Et donc, il est persuadé que en utilisant ses pouvoirs, il va se faire repérer par The Void va revenir, puisque The Void a essayé de détruire la Terre déjà plusieurs fois. Et à chaque fois, il a réussi à l'en empêcher, notamment avec les autres super-héros. Et c'est là où le personnage il devient un peu plus complexe à expliquer que dans le film. Parce que dans les comics, en fait, c'est un personnage qui est méta, comme ils disent depuis une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, dans l'univers Marvel, a sa ligne de comics à lui, qui est en fait écrit par son biographe. Donc en fait, le dessinateur qui dessine les comics dans notre monde réel à nous, c'est aussi il est aussi dans l'univers des comics, il écrit les comics, et en fait, ils essayent comme ça de nous faire croire, à nous, humains du monde réel, que la série de comics Sentry, elle existe depuis les années 50, et c'est juste qu'on l'a oublié parce que The Void a voulu qu'on l'oublie. Voilà. Donc ça, c'est un Alors, personnage qui aurait plus une structure, on va dire, psychotique. Alors, oh, euh, que oui. Puis après, il ouais. y a tout le volet. Donc, en fait, donc The Void, il réapparaît, on va dire, dans les années 2000. Enfin, il réapparaît. Il apparaît réellement dans les années 2000. On nous fait croire comment dire. Après, c'est pas une conspiration, hein, et c'est pas vraiment de nous faire croire, mais
tout cas, on nous le présente comme un personnage qui aurait été oublié et des années 50, des années 60, 70, qui aurait donc été partenaire de combat et d'aventure de tous les super-héros Marvel, Avengers, 4 Fantastiques en tête, mais aussi Spider-Man. Et donc, il réapparaît notamment pour être utilisé donc, dans la partie Dark Avengers, euh, qui est en fait ce qui vient après, dans les BD après Civil War. C'est-à-dire qu'après Civil War, vous avez donc une confiance du public qui n'est plus du tout là envers les super-héros. Et donc il y a les Thunderbolts version 1, qui sont donc des super vilains qui endossent les costumes des Avengers. Donc, par exemple, hein, pour citer juste le plus célèbre, donc Venom devient Spider-Man, par exemple. Hmm. Voilà, officiellement. Enfin, officieusement, bien évidemment que non, mais officiellement. Donc voilà, et donc Sentry est recruté dans cette équipe-là, équipe qui va bien évidemment chuter avant d'être recréée et d'être reprise notamment par Bucky, donc le Winter Soldier. Et son Donc alter voilà, ego, The Void, là, c'est oui, Void ou The Void? D'ailleurs, je sais pas. On va dire The Void, The Void. c'est The Void, C'est The The Void. Void. Il, enfin, est-ce qu'on le voit des fois Oui. dans la BD ou c'est juste un, Ah voilà, oui, on le voit notamment dans un combat final qui va mettre comment dire, en jeu, en scène, tous les dieux d'Asgard, les Avengers, les Dark Avengers, enfin, à peu près tout le roster Marvel en fait, Hmm. pour le coup. Donc oui, oui, on le voit, on le voit pour de vrai, et il n'a pas vraiment la forme d'ombre qu'il a dans le film. Mais bon, en même temps, dans le film, il fallait en 2 heures enfin, introduire Bob, faire croire qu'il n'avait pas de pouvoir et qu'il était là juste pour être un petit comique, même si au bout de 3-4 minutes de film, on comprend que quand on ferme quelqu'un dans un sarcophage, c'est rarement bon signe, et c'est rarement parce que c'est un être humain classique, pour le coup. Et puis derrière, faire sa transition, effectivement, en super-héros timide, enfin, en être qui a des super-pouvoirs timide, introverti et qui n'ose pas les utiliser en menace planétaire, en 2 heures. Et ouais. Alors bon, il n'y a pas ce côté méta dans le film. Par contre, il est amnésique. Il ne sait pas trop ce qu'il fait là. Ouais, Et donc ça, effectivement, ça colle. il a ce même passé un peu torturé, hein, qui Mm. sert un peu de base pour expliquer sa pathologie mentale en quelque sorte, hein. Enfin, dans les comics, il y a quand même des passages où il séquestre sa femme, hein. Voilà, donc on est à un autre niveau. Mhm. On est à un autre niveau à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est à un autre niveau comment dire, dans les troubles mentaux, parce Mhm. qu'effectivement, il est vraiment, vraiment psychotique dans les troubles, enfin, troubles de la personnalité, enfin, tout ce Donc que tu veux. Après, enfin, il a l'air persécuté en tout cas alors, dans ce que tu racontes. petit message au champ de carrière de la vidéo, c'est-à-dire que là, je suis un peu gêné parce que j'ose pas donner des noms de maladies vu qu'il est psychiatre, lui, là. Et Non, c'est du de coup, l'autre côté la main, c'est de l'autre côté. j'ai un peu peur de dire des conneries, mais Ah, ça, je suis là pour corriger. Et toi, tu corriges mes bêtises en comics. enfin, voilà. Pour l'instant, t'es bon. Du coup, il y a des mots que j'ose pas utiliser, du coup. Mais voilà. Et donc oui, donc effectivement, c'est pire. Enfin, il est beaucoup plus atteint mentalement dans les comics, bien évidemment. Et puis surtout un volet qui n'est pas du tout traité. Bon, peut-être que parce qu'ils n'ont pas voulu le reprendre, peut-être, ou peut-être que ça sera traité dans les prochains films. Mais tout le monde a peur de lui dans les comics. Tout le monde flippe de Bob. Voilà, Hmm. et de Sentry en général, et même d'autres psychopathes, enfin le Bouffon Vert par exemple, Norman Osborn, voilà, donc là il faut se replonger un peu dans les films Spider-Man, et les premiers Spider-Man pour le coup, mais voilà, enfin même Venom a peur de lui. Bouffon vert, je me rappelle plus si c'est un psychopathe ou pas, enfin, au sens clinique du terme. Euh, mais bon, Bah, je crois que. trouble dissociatif de la personnalité aussi, hein, Ah des bon, fois. d'accord. Ouais, Ok. ouais. Parce que, alors là, pour le coup, le personnage de Sentry dans le film, ils ont vraiment axé sa psychologie sur un trouble dissociatif de Hmm. l'identité. C'est-à-dire que c'est vraiment construit. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai cru que ça n'existait pas, hein, le trouble dissociatif de l'identité. Je pensais que c'était un fantasme de psychiatrie. Euh, je crois même que j'ai déjà dû le dire à un moment donné dans un épisode de podcast. Jusqu'à ce que je rencontre des personnes concernées, où euh, j'ai réalisé que, ok, c'était possible quand dans sa vie on a connu un ou plusieurs traumatismes psychologiques extrêmement sévères,
l'esprit, pour se préserver d'un effondrement total, cloisonne comme ça des parties de souvenirs qui sont gardées par des espèces de personnalités comme ça, autonomes, qui peuvent se manifester à différents moments et qui sont gardiennes un peu d'un fragment de souvenirs traumatiques. Et ça, c'est c'est pas de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une autre pathologie, ça n'a rien à voir. C'est une pathologie chronique complètement différente, qui a une symptomatologie bien caractéristique et très différente de celle-là. Et voilà, le personnage de Bob dans le film, lui, il est pas du tout présenté comme quelqu'un de schizophrène, mais comme quelqu'un qui a vraiment deux personnalités différentes, le personnage de Bob et le personnage de Sentry. Et la façon dont son inner, comme on dit, c'est-à-dire sa représentation psychique interne, son architecture psychique, colle pas mal avec la réalité. Je pense en particulier à une personne que j'ai rencontrée qui euh, était capable de me dessiner ou de schématiser exactement comment était constitué l'intérieur de son esprit, avec des pièces bien définies pour chacun des haltères, c'est comme ça que ça s'appelle, qui a son propre mode de vie, son propre comportement, qui détient une partie d'un souvenir, avec parfois des éléments de souvenir qui sont en commun. Ce qui fait que parfois, quand un haltère va se manifester, il va faire quelque chose, les autres vont pas forcément s'en souvenir, mais parfois il va partager ces moments-là avec les autres, ce qui fait que la personne voilà, qui est l'ensemble de tous ces haltères, par moment, elle a accès à des choses qui se sont passées et parfois elle se rappelle pas, elle se rappelle pas ce qui s'est passé. Et donc là, dans le film, on voit à la fin quand Yelena pénètre à l'intérieur de The Void, elle traverse des pièces. Elle traverse des souvenirs comme ça qui sont cloisonnés jusqu'à arriver à la pièce où il y a le personnage de Bob. Et ça, c'est vraiment assez cohérent dans ce qu'on peut savoir sur le trouble dissociatif de l'identité. Ouais, alors, sauf que dans le film, elle traverse des pièces et chacune des pièces, enfin, c'est un des membres de son équipe. C'est pas des personnalités différentes de Bob. Ouais. Bah, parce que lui, il a que deux personnalités en fait. Mm. On va dans la salle où il y a The Void, qui est l'espèce de salle d'expérimentation où je sais pas, ils ont fait des tests de super sérum ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est la pièce de Void. Bon, après, pour le film, ils ont fait communiquer un peu l'esprit de Bob avec les traumas des autres, mais bon, finalement, dans l'idée, il y a ça. Alors, je sais pas si ça a été fait exprès ou pas. Je suis pas sûr que Jake Schreier, il a fait vraiment des recherches approfondies sur le sujet, mais pour le coup, bah, ça tombe assez bien, en tout cas dans la représentation. Voilà. Ouais. Du coup, avec ton explication, pour le coup, ouais, je dirais effectivement que dans la BD, il est plus schizophrène Hmm. que personnalité multiple. Alors, dans le sens où, oui, effectivement, The Void est un être à part, il le traite comme un être à part, mais il entend des voix. Il entend des voix de The Void qui lui dit qu'il va tout rater, qui lui dit que mais ta femme, si elle reste là, elle va mourir, et c'est toi qui vas la tuer, ou c'est moi qui vais m'en occuper après. Euh, et il le menace, clairement, mais hormis à la toute fin, quand The Void réussit, entre guillemets, à prendre le contrôle, il n'y a pas d'alter, vraiment. Bob reste Bob. Enfin, Sentry reste Sentry, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, c'est effectivement plus proche de la schizophrénie Ouais. où là, les hallucinations intrapsychiques font partie des symptômes positifs de la schizophrénie, c'est-à-dire que le cerveau va produire des éléments supplémentaires qui vont influencer le comportement du sujet. Mm. Effectivement, on est plus là-dedans. Donc voilà pour le personnage de Sentry. Toi, tu avais des choses à rajouter? Non, non, bah non, si ce n'est qu'effectivement, c'est pas plus simple à expliquer, pour le coup, avec cette notion de méta. Mais non, non, après, les autres sont beaucoup plus simples pour le coup, même, enfin, dans tous les cas, sur les troubles qui peuvent les atteindre dans les comics en tout cas.
Par exemple, si on fait Yelena, Hmm, Yelena, elle n'a pas de trouble particulier. d'accord. C'est une antagoniste, on va dire. Par contre, elle a pas une vie simple, clairement. Mais en tous les cas, les auteurs ne font pas, n'insistent pas sur ces troubles. Comme on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de personnages sur lesquels il y a une grosse insistance, voire qui se construisent uniquement autour d'un trouble. Elle, en tout cas, elle en fait pas. Bon, par contre, effectivement, ses origines sont à peu près, comment dire, similaires par rapport au film. Elle est effectivement ancienne agent du KGB. Elle a été entraînée dans la fameuse Red Room au même titre C'est la sœur. que Natasha. Par contre, elles sont pas vraiment sœurs Ah, pour le coup, elles sont d'accord. plus. Enfin, dans le film non plus, elles le sont pas vraiment. Enfin, elles sont sœurs adoptives forcées. Enfin, elles ont pas de gènes en commun, quoi. Elles ont pas Bah, pour le coup. ce qui était intéressant dans le film Black Widow, c'était qu'il y avait cette création ou cette allusion à une De famille, cellule ouais. familiale. C'est Euh, d'ailleurs le seul truc qui était intéressant dans ce film, hein. Faut quand même le dire. Parce que pour le reste, mon Dieu, quoi. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, il y a le. Alors après, quand elle se retrouve dans la BD, voilà, enfin, comment dire, Natacha a un petit côté affectif vis-à-vis de celle qui essaiera 2 secondes plus tard de lui mettre une balle entre les 2 yeux. Mais voilà. Donc effectivement, oui, elle va pas avoir une vie facile en fait, comme personnage, notre amie Yelena dans la BD, parce qu'elle va très très vite passer de groupe secret en groupe secret. Donc si vous êtes familier de l'univers Marvel, elle va passer dans les mains d'Hydra, elle va passer dans les mains de l'AIM aussi, et elle va finir complètement déstructurée, on va dire, au niveau moléculaire, on va appeler, pour faire simple. Et la version qu'on a aujourd'hui dans les BD, c'est un clone, en fait. Donc c'est bien l'esprit de Yelena, mais c'est plus vraiment son corps. Voilà. Donc après, je laisserai les philosophes dire si on est un clone de nous-mêmes, est-ce que c'est nous, est-ce que ce n'est pas nous? Voilà. Avec le paradoxe de Star Trek, enfin bref. Donc voilà pour Yelena, pour le coup, dans la BD, en tous les cas, il n'y a pas grand-chose à en dire. En termes psychologiques, voilà, en termes de troubles psychologiques. oui, parce que dans le film, ils en font vraiment quelqu'un de profondément déprimé, hein. Mm. Euh, Elle a tout un tas de critères diagnostiques de la dépression. D'ailleurs, le film commence par euh, un équivalent de tentative de suicide, hein. Enfin, même si c'est très métaphorique, on la voit en haut d'un building et elle saute dans le vide. Euh, donc ça, c'est en général, ça c'est la tentative de suicide, c'est un peu le paroxysme de la souffrance psychique dans la dépression. C'est vraiment la perte d'espoir totale et voilà, vouloir la mort. C'est caractéristique en tout cas du désespoir de la dépression. Mm. Du coup, Euh, Tom Cruise, avec toutes les cascades qu'il fait dans ses films, il est dépressif, il recherche la mort ou... Parce que moi, je pense qu'il y a un épisode à faire sur ce monsieur, hein. C'est pas normal hein, ce qu'il fait, hein. Voilà. alors ça, on pourrait en parler. Il y a des gens qui, enfin bon, c'est vraiment un autre sujet qui n'a rien à voir, mais on a un système de régulation quand même dans notre cerveau par rapport à la peur, voilà, ça s'appelle les amygdales. Alors pas comme celles qu'on a au fond de la gorge, mais il y en a d'autres dans le cerveau qui, elles, sont censées détecter le danger. Et il y a certaines personnes chez qui ces amygdales-là sont déconnectées ou atrophiées ou fonctionnent moins bien. Ce qui fait que personnes ne vont pas forcément avoir conscience du danger et vont avoir enfin, moins de difficultés à se mettre dans des situations dangereuses, sans que ça déclenche tout un tas de mécanismes de défense naturels que n'importe qui d'autre ressentirait face à une situation de danger. Donc probablement que Tom Cruise fait partie de ces gens-là, hein. Euh, Petite IRM à prescrire pour ce monsieur, effectivement, je pense. alors après, ceci dit, est-ce que l'actrice Florence Pugh a pas ces mêmes attributs-là? C'est possible parce que apparemment, d'après ce que j'ai lu, la scène a été réalisée sans trucage. C'est vraiment elle qui a sauté. Donc après, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous du plan quand ça coupe. Est-ce qu'elle tombe juste sur un petit matelas ou aussi est-ce qu'elle fait vraiment une chute dans le vide? Ça, c'est euh, si c'est le cas, chapeau quand même, hein. Donc, le personnage de Yelena, oui, alors il y a tout un champ lexical dans ses dialogues d'ailleurs, hein, qui relate la dépression. Enfin, dès le début, je crois que la première réplique du film, c'est: il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mm. Alors déjà,
Niveau, niveau auto-dévalorisation, je pense que là, ça, c'est quand même pas mal. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le discours de personnes dépressives. Après, elle parle d'un vide en elle. Bon, alors ça, c'est autre chose. Ouais, puis ça permet Ah, de faire un lien avec The Void. mm. Petite ref, petit foreshadowing, comme ils disent. Ouais, ça fait effectivement, c'est pour ça aussi qu'il va y avoir ce lien très fort entre les deux personnages. Euh, bon, il y a plein d'autres moments où elle dit que, par exemple, qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle se sent triste, qu'elle en a marre. Enfin, voilà. Bon, au-delà du fait que, bon, elle est habillée en noir, mais bon, ça, c'est le personnage de Black Widow, donc bon, quoi qu'à un moment donné, elle fut en blanc, je crois, C'est-à-dire que quand tu es assassin professionnel, tu plus t'habilles pas chez discret en noir. tu t'habilles pas chez des iguales, quoi. Voilà. Voilà. Euh, mais Et après, ouais. dans son jeu d'actrice aussi, elle a des expressions, une gestuelle, qui sont des choses qu'on peut retrouver hein, dans la symptomatologie dépressive. Elle a un visage fermé, peu expressif, même qui exprime carrément de la tristesse. Ça lui arrive d'ailleurs plusieurs fois de pleurer. Euh, donc, ça, pour le coup, bon, voilà, le grand public accède assez facilement à la psychologie du personnage. Même si ça tranche par rapport à ses précédentes interprétations, parce qu'elle ne me paraissait pas aussi mal dans sa peau dans ses précédentes apparitions. Mais bon, donc elle, Bah, voilà, disons pour la que dans. dépression, Bah, c'est clair. en fait, alors je sais plus où. Je crois que c'est dans Black Widow où elle apparaît pour la première fois. Euh, Peut-être. Je sais plus. On J'ai la un doute. voyait. Oui, tu dois avoir raison, oui, c'est ça. Mm. Et donc dans Black Widow, bon bah du coup Natasha elle est encore en vie, donc ça va un peu mieux. Donc oui, donc dans la série Hawkeye, pour le coup, donc c'est une série qui se veut un peu plus fun, même si elle va chercher effectivement à venger la mort de Natasha en tuant Clint Barton parce qu'elle l'estime comme n'ayant pas réussi à sauver Natasha. Donc du coup elle veut le tuer lui, mais dans l'absolu, hormis ce passage-là, la série elle se veut un peu fun pour le coup. Et donc effectivement, bah, Yelena, elle a un rôle plutôt amusant et surtout qu'elle a effectivement presque un duo comique sur pas mal sur pas mal de passages avec Kate Bishop, en l'occurrence. Donc c'est surtout effectivement dans Thunderbolt qu'on voit que ça va pas dans sa vie, quoi. Après, Clint Barton, en termes de pathologie psychique, C'est pas terrible non plus. il y aurait sans doute des choses à dire. Bah, c'est-à-dire que quand ta femme et tes enfants disparaissent d'un claquement de doigts, parce que toi-même, t'as pas réussi à arrêter le grand vilain de l'histoire, Mm. bon, même si t'as un arc et des flèches, détends-toi, quoi. Enfin, il y avait quand même un dieu asgardien dans l'histoire. Enfin, toi, t'es là pour faire du tir à l'arc. Enfin, voilà, relativisons. Relativisons. Donc voilà Ouais, donc, pour Yelena. Si on parlait un peu de Bucky, alors Bucky, ça fait quand même longtemps, lui, qu'il est au cinéma, hein. ouais. Mais dans les comics, lui, il remonte à quand? Ah bah, longtemps aussi, aux années 40. Ah oui, c'est ça, il était vraiment dès le début avec Captain America, c'est Ah oui, ça? oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite série Marvel de propagande, bon, on va dire de soutien au moral des troupes alliées, on va plutôt appeler ça comme ça, donc qui s'appelle Les Envahisseurs. Donc où tu retrouves donc Captain America, Bucky, la première version de la Torche humaine, alors pas celle des 4 Fantastiques, mais plutôt un androïde qui a exactement les mêmes pouvoirs hein, pour le coup, et en même temps la même tête. Donc, c'est un peu étrange. Namor aussi, pour le coup, donc le roi des sept mers, et puis d'autres personnages euh, qui eux par contre sont totalement tombés dans l'oubli. Et donc en fait les envahisseurs ont pour but effectivement d'aller porter le combat derrière les lignes ennemies, notamment en Allemagne, mais aussi de sauver l'Amérique et ses alliés de l'espionnage nazi et de leurs super-héros à eux. Voilà, les super-héros nazis. Et donc Bucky, effectivement, c'est l'aide de camp de Captain America. Donc il découvre, c'est le premier à découvrir l'identité secrète de Captain America pendant la guerre. Du coup, Captain America a un dilemme. Est-ce qu'il tue Bucky? Est-ce qu'il l'entraîne pour l'aider? Un peu comme Robin avec Batman. Et ben, du coup, il ne le tue pas. Spoiler. Et est-ce qu'il Et enfin, il est connu pour avoir, je sais pas, une pathologie mentale quelconque ou alors, à ce moment-là, pas du tout. Pour le coup, effectivement, Bucky, donc, à la fin de la guerre, en fait,
est porté disparu, ou plutôt est porté pour mort, pendant que Captain America est congelé dans la glace, comme dans les films. Et comme dans les films aussi, en fait, on découvre que Bucky a été récupéré par les méchants espions du KGB, que lui aussi a été emmené dans un programme spécial qui va aider à fonder donc la Red Room. Et du coup, il devient officiellement le Winter Soldier dans les BD aussi, et avec à peu près le même rôle. De tous les personnages qu'on est en train d'évoquer, je pense que Bucky c'est le plus fidèle entre les comics et les films. Voilà. D'accord. Alors à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien en termes comment dire, de caractère, de pathologie, puisqu'aujourd'hui on parle de pathologie, mais aussi en termes d'historique. Comme je le disais il y a quelques instants, Yelena Belova, elle est devenue une espèce de robot à moitié désorganisé avant d'être maintenant un clone. Enfin, et encore, peut-être que depuis, ça a encore évolué. Donc non, non, pour le coup, Bucky, c'est voilà, celui qui colle le plus. Après, le personnage de Bucky au cinéma a pas vraiment de pathologie mentale à proprement parler. C'est Petit quelqu'un trouble, qui, petit trouble post-traumatique quand même. On peut oui, négocier ça, monsieur le docteur? à la rigueur, même bon, même si c'est peut-être, il faudrait que je revoie le, le deuxième Captain America, où là le film est quand même plus centré sur lui. Voilà, après, il est devenu plus un ressort scénaristique pour les séries et les films après, mais effectivement, il y a cette. Alors, c'est jamais vraiment dit clairement dans les films qu'il a des reviviscences de souvenirs traumatiques ou de tous les crimes qu'il a pu commettre lorsqu'il était le Winter Soldier, puisqu'apparemment, il vit avec ça. Hmm. C'est-à-dire, il a conscience d'avoir commis ces crimes-là et de n'avoir rien pu y faire, je pense, c'est ça? Alors, il y a quand même dans la série Faucon et Soldats de l'hiver, il y a quand même deux, trois extraits d'une séance de psy, Ouais, tout de même. ok, je me rappelais Euh, pas. et on voit que ça va pas bien dans sa vie. D'ailleurs, ils font même une séance en commun à un moment donné avec Sam Wilson, donc Falcon. Euh, donc non, 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 si, enfin, tous les cas enfin, après, c'est la problématique de Marvel, c'est que il faut avoir vu toutes les séries, tous les films pour vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants. Euh, alors c'était moins grave pendant les trois premières phases parce qu'il n'y avait pas vraiment de série, puis il y avait un film tous les 18 mois, voire 2 ans. Là maintenant, pour réussir à accrocher le wagon, il faut avoir du temps libre, quoi, on va pas se mentir. Puis tout n'est pas d'intérêt égal. Mais en tous les cas, oui, dans la série, si, il y a des séances de psy, pour le coup, où on voit que dans sa vie, ça va pas très bien. Et une des raisons pour lesquelles, tu as cité la première raison, la raison principale pour laquelle ça va pas bien dans sa vie, puisque pour rappel, effectivement, il a subi un lavage de cerveau par le KGB pour aller tuer potentiellement des anciens alliés à lui ou des gens qui auraient pu l'être. Mais il y a aussi un autre volet qui touche un peu, qui va toucher un peu Captain America aussi dans une moindre mesure. C'est le côté, en fait, j'ai 110 ans, quoi, en Mhm. vrai. Donc là, j'ai 110 ans et on est dans un monde alors que j'ai plus connu que Captain America, mais dans lequel j'avais pas conscience d'exister puisque j'étais inconscient parce que sous lavage de cerveau. Donc je découvre un peu le monde moi aussi après 50, enfin, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais après au moins 50 bonnes années, pour pas dire 60 ou 70, et j'ai 110 piges, et voilà quoi. Et voilà. Et il n'y a plus un être humain que je connaissais à l'époque qui est en vie aujourd'hui. Mais il a Et pas son... ce, pardon, je te coupe, mais il a pas ce côté psychotrauma qu'on peut avoir comme avec des personnages comme, si on peut faire un parallèle avec le personnage de Rambo, par exemple, Oui. qui, voilà, Rambo, il se passe un truc dans son quotidien qui lui rappelle un souvenir traumatique et il dévisse complètement et il tue tout le monde. Euh, Après, il est persécuté aussi par un flic, quand ouais, même. mais alors justement, Pas que, ça c'est pas gratuit, quoi. Enfin, voilà. Mais il n'y aurait pas eu cet événement-là. Pour ceux qui ont vu le film, je sais pas, la scène du rasage. hmm. Voilà, où on te sort une lame tranchante qu'on te colle sous la gorge quand tu as été torturé par les Viet Cong ou je sais pas quoi. Euh, là,
John Rambo, ça le fait complètement vriller. Il passe en mode guerre totale. Voilà, la réalité devant ses yeux n'est plus une petite ville tranquille des États-Unis. Voilà, C'est le Vietnam. c'est le champ de bataille, quoi. Non, non, Ça, on effectivement, je retrouve suis pas ça. On retrouve ouais, pas ouais. ça. Alors qu'on pourrait, je pense qu'on pourrait tout à fait faire ça avec Bucky. Oui, mais en termes, comment dire, en termes purement cinématographiques, ça ferait doublon avec John Walker, Ah. je trouve. Bah, après, avis personnel, hein, mais je trouve que ça ferait vraiment doublon avec John Walker, parce que pour le coup, John Walker, du post-traumatique, il en a aussi. Alors, pas parce qu'il est parti à la guerre, mais parce qu'en fait, son meilleur ami est mort devant ses yeux, là encore, dans la série Falcon Winter Soldier, alors que lui roulait des mécaniques en disant ça y est, je suis Captain America. Ah ouais, putain, je me rappelle plus du tout. Il faudrait que je la revoie, cette série, alors. Bah, en fait, Il y a ce truc-là dans la... oui, bah en Continue. fait, il a son Bucky à lui dans la série au début, sur les premiers épisodes. Il a son meilleur pote, pour le coup, qui file un costume et peut-être même une identité secrète. Ça, pour le coup, je me souviens plus très bien. Et en fait, lorsqu'il est sur le point d'appréhender Zemo, qui est accompagné par Bucky et Falcon. Du coup, en fait, il y a une grande baston où tout le monde débarque, aussi bien les guerriers du Wakanda que les rebelles. Euh, et, et dans cette baston, donc les rebelles qui sont eux aussi sous sérum de super soldats, ben, butent son pote à lui, qui lui est pas du tout sous sérum de super soldat, qui est juste un humain super entraîné, certes, mais juste un humain. Ah oui, 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 ça me revient là. Voilà, et du coup, il vrille complètement, et c'est pour ça que quelques instants plus tard, il va massacrer un des rebelles en question devant les caméras de télé, en place publique, enfin sur la place de l'église, quoi, à coup de bouclier. Le personnage a la même histoire dans les comics? Non. Non, mais on n'en est pas très loin. Encore une fois, hein, comme je disais, on prend un personnage de départ, on prend les deux, trois éléments, c'est-à-dire qu'en gros, sur 5 pages de résumé, on va prendre les deux, trois phrases qui nous intéressent, et puis on va reconstruire toutes les 5 pages, enfin les 5 pages en question autour de ces phrases. Euh, Dans les comics, en fait, très très vite, il a comme mission de remplacer Captain America. Il se dit non, mais en fait, maintenant c'est moi, quoi. Euh, donc il subit un espèce de programme lui aussi, comme d'autres. Euh, et, euh, et en fait, il va aller défier. Je crois que enfin, le premier événement vraiment marquant, en fait, c'est il va payer des faux mercenaires pour l'attaquer, alors qu'il fait une petite représentation, comment dire, en place publique. Voilà, enfin pour le coup. Donc, en gros, il fait une espèce de conférence à l'extérieur. Il est attaqué par des mercenaires. C'est des mercenaires que lui, il a payé, donc il est absolument pas en danger. Et il veut faire ça pour faire démonstration de ses pouvoirs et se faire de la pub. Et les mercenaires en question donc, sont un peu habillés à la Bucky, on va dire. On va dire ça comme ça pour faire très simple. Du coup, Captain America, qui est pas loin, il voit ça, il dit c'est pas top, c'est pas ouf. Donc il intervient un peu et puis il comprend le manège, donc il prend Walker par le bras et puis il lui dit écoute, bah, faut que tu arrêtes tes bêtises, quoi. Voilà, tout simplement. Et Walker dit non, non, mais en fait c'est moi Captain America, toi t'es vieux, tu sers plus à rien, du coup on va se battre et puis tu vas voir que c'est moi qui vais endosser le costume et le bouclier, quoi. Et donc ils se battent. Et ça commence comme ça. Bon, au final, c'est match nul. Quand même, il faut quand même noter que ça finit par un match nul, pour le coup. Donc lui, il est persuadé d'avoir gagné. Et en fait, donc dans l'histoire de Captain America, derrière, Captain America va un peu rejeter la politique du gouvernement américain. Mon Dieu, si la BD sortait aujourd'hui, tu vois, et pas dans les années 80-90. En gros, Captain America, à l'époque, va être un peu en désaccord avec un certain nombre de choses que fait le gouvernement américain dans les BD. Et notamment sur la gestion des super-héros, pour le coup. Et du coup, il va rejeter son costume de Captain America et il va endosser une autre identité secrète. Enfin, secrète, pas si secrète, parce que tout le monde sait qui c'est. Et du coup, le gouvernement américain va prendre John Walker et va dire hey, est-ce que ça te dirait pas de porter le vrai costume pour de vrai? Et puis à côté de ça, donc après, il va redonner donc il va un peu s'adoucir, il va un peu vraiment passer du côté des anges, on va appeler ça comme ça, et puis il va avoir d'autres identités, et donc notamment celle qu'on lui connaît dans les films, qui est donc US Agent,
pour le coup, mais on le connaîtra aussi sous le nom de Nomade. Et puis ce qui est drôle, c'est que quand Captain America, enfin ce qui est drôle, quand Captain America lui-même rejettera son costume, il endossera lui-même l'identité de Nomade ou l'identité du S-Agent par moment. Donc il y a un peu un D'accord. lien qui est fait entre les deux. Et donc voilà, donc en fait, dans la BD, on va dire, le personnage se construit sur un antagonisme avec Captain America, mais qu'il se construit lui-même. Parce que Captain America n'a rien contre lui à l'origine, quoi. S'il n'avait pas commencé à déconner, il serait passé sous les radars. Donc voilà, donc on peut imaginer effectivement qu'il est aussi, enfin c'est pas qu'on peut imaginer, c'est dans les BD, il a aussi un syndrome post-traumatique, mais pas parce que son ami est mort, enfin, si aussi parce que son ami est mort sous ses yeux, mais parce qu'il est mort sous ses yeux à la guerre. Donc John Walker dans les BD, c'est un soldat, comme dans les comics, sauf que à la différence des films, dans les comics, il est vraiment, vraiment été sur le champ de bataille, quoi. Oui, alors que dans le film, il est présenté plutôt comme quelqu'un qui a une grosse blessure narcissique, hein, Oui. c'est-à-dire de ne pas avoir été reconnu comme le vrai Captain America, et à tel point que ça l'a plongé dans une période de dépression, Mm. avec des comorbidités alcooliques. Enfin, on le voit à un moment donné, ben voilà, utiliser de l'alcool de façon pas totalement appropriée. Ça a entraîné des problèmes dans sa vie de couple, il s'est séparé, etc. Donc, Grosse addiction aux réseaux sociaux, grosse addiction à ce qu'on peut dire de lui, effectivement, sur le côté narcissique. Et puis léger syndrome post-traumatique aussi. Mais oui, mais ça, on le retrouve effectivement, alors peut-être pas dosé de la même manière, mais on le retrouve aussi dans les comics, effectivement. Enfin, il se construit, comme je disais, hein, il se construit sur son antagonisme fantasmé avec Captain America, il y a un parallèle avec ça, quoi. Dans le film, je trouve que dans la façon la façon d'être présenté, il a des points communs avec Alexei, là, Mm. Le Red Guardian, dans le sens où il a vraiment un besoin de reconnaissance euh, ben voilà, pour se reconstruire sur le plan narcissique, il a besoin d'être reconnu en tant que super-héros et comme quelqu'un de valeur. Mm. Ouais, alors sachant qu'en plus, Alexei, il a été construit sur le modèle de Captain, enfin, pour copier Captain America lui aussi. Donc quelque part, Alexei, enfin, s'il change pas de trajectoire, Alexei, c'est Sam Walker dans 20 ans, quoi, ou dans 30 ans. Enfin, c'est. Voilà. Vous avez l'image, enfin, Sam Walker a devant lui l'image qu'il peut devenir dans 20 ans s'il change pas de trajectoire. Ouais. Donc, parlons maintenant du personnage d'Alexei, justement. Hmm. Euh, dans les comics, alors, c'est qui ce gars-là? Alors, bah, Alexei, en fait, c'est Red Guardian, du coup. Sauf que des Red Guardian, en fait, il y en a eu 7. Donc, il y a D'accord. 7 personnes, voilà, qui vont endosser le costume de Red Guardian, dont une femme, pour le coup. Et dans la BD, en fait, bah, Alexei, c'est le mari de Natasha Romanoff. C'est pas son père. Il n'y voyait aucune perversité incestueuse, pour le Ah coup. ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est son mari qui va donc la poursuivre quand elle va passer le rideau de fer et qu'elle va passer donc à l'ouest, pour le coup. Voilà. Et il est chef d'une équipe. Ouais, on va dire qu'il est chef des Avengers de Russie. Voilà, en gros. Et puis, bah, vu que c'est un personnage tout à fait secondaire, sa psychologie, ses éventuels troubles, ses éventuelles pathologies, néant, quoi. Ouais, c'est un peu, bah, dans le film, c'est un peu pareil, hein, c'est surtout là pour être un ressort comique. Donc, ce qu'on Ça chiale pourrait. beaucoup quand même, hein. Pour un ressort comique, je trouve que ça chiale beaucoup quand même. Ah, mais je trouve qu'il en fait des tonnes. Il a un côté histrionique, c'est-à-dire vraiment, il exagère tout. Il est dans le théâtralisme, c'est dans la démonstration tout le temps. Bah, c'est une caricature de ce que pensent les Américains des Russes. Ah, tu crois? Ouais, moi je le trouve, enfin, je sais pas si c'est le terme adéquat, mais je le trouve un peu, tu sais, genre le paysan bon vivant, tu vois, qui va te mettre des grandes claques dans le dos en te servant des grandes rasades de son alcool local, voilà, qui est très volubile, qui parle beaucoup et très fort, voilà, ah mon ami, ah, ça fait du bien, ah, avec un accent russe à couper au couteau, bien évidemment. Voilà, moi je trouve que c'est un peu le cliché qu'ont les Américains sur les Russes, et
soit ils parlent pas et c'est des méchants de James Bond, soit à l'inverse, c'est des gens qui sont qui ont une gouaille facile, on va dire. Après, si on devait le rapprocher, et encore, je sais même pas si c'est une entité nosographique de psychiatrie, on pourrait le rapprocher de ce qu'on appelle le syndrome de désaffiliation sociale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu Ok. une période de grandeur particulière à un moment donné de sa vie et Hmm. en rapport avec une période de l'histoire et que cette période a disparu et donc ce qui représentait a disparu avec. Donc voilà, au début on le voit, il regarde des films de la Grande Russie, etc., Brejnev, je sais pas quoi. Il était là, c'était la mère patrie, la Grande Russie, etc. Et puis aujourd'hui, bon bah Ouais, il c'est était là au voilà. défilé militaire. Voilà. Voilà. Donc à la manière aussi de l'US Agent, ben lui, il cherche aussi à retrouver une sorte de reconnaissance euh, à sa manière. Ah oui, non, mais comme on disait, hein, dans le film, c'est quasiment le même personnage, hein. Et encore une fois, parce que aussi, ils sont là à l'origine pour copier Captain America. Un pour le remplacer dans son propre pays, et l'autre pour en faire la version soviétique. Mm. Alors après, est-ce que Alexei, il n'est pas à la recherche un peu du rêve américain? Ça, après, ça, c'est la version. C'est les Américains qui se réapproprient un personnage d'une origine concurrente à la base. Bon, c'est toujours amusant. Bon, voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire sur Alexei. C'est vraiment pas. Bah, il a le C'est. problème, en fait, il a le même problème narcissique que John Walker, il a le même problème de dépression que Yelena. Hmm. Enfin, pour Ouais. d'autres. Et en plus, presque pour les mêmes raisons à chaque fois. Voilà, le côté dépressif, il est quand même moins marqué chez lui, hein. Bon, c'est pas parce qu'il est en pyjama en train de manger une pizza et de boire des coups qu'il est forcément profondément déprimé. Mais Ouais, mais si Yelena a perdu sa sœur, lui, il a perdu sa fille, hein. oui, donc bon, effectivement, il partage peut-être ça, mais lui, on a l'impression quand même que, enfin, Yelena, elle, c'est important pour le film qu'elle soit présentée comme étant dans cet état dépressif. Lui, Alors, je vais, ouais. alors, je vais tenter un truc, je dis comme ça, je trouve que le narcissisme d'Alexei le sauve de sa dépression. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est C'est-à-dire bien que, sûr. c'est-à-dire qu'il suffit pas grand-chose pour le remettre en piste, pour le coup, et c'est souvent du «Eh, ça te dirait de faire partie d'une équipe de super-héros? Eh, ça te dirait de bosser avec Winter Soldier et pour le gouvernement américain?» Et j'ai fait «Ouais, putain, trop bien!» Et en fait, t'as l'impression que c'est ça qui le sauve de sa dépression par moment, quoi. Enfin, voilà. Alors après, il y a un personnage sur lequel j'aurais rien à dire parce que j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'elle fait là. Ce qu'elle fout là. C'est le personnage de Ghost qui est ici, là. Hop là, c'est elle. On voit plus mon Ouais. doigt. Voilà. Alors, Ghost dans les comics, bah, ça va aller vite aussi parce qu'en en fait, elle n'existe pas vraiment. En fait, C'est un fantôme au sens propre et au c'est un sens fantôme au sens figuré. propre. Non, en fait, alors le personnage de Ghost, en fait, c'est un personnage qui apparaît dans les années fin des années 80, début des années 90 dans Iron Man. C'est un homme, pour le coup. Alors le gender swap, il y en a plein et c'est pas de, mais c'est surtout le fait qu'ils n'ont rien à voir en termes d'utilisation. C'est-à-dire que l'ennemi d'Iron Man, donc Ghost, c'est un homme qui dédie sa vie à détruire les grandes entreprises de tech, voilà, de technologie. Et donc, il s'en prend à toutes les entreprises qu'il estime devoir couler. Et il est engagé par un des ennemis d'Iron Man, enfin de Tony Stark, qu'on voit aussi dans Iron Man 2, donc Justin Hammer. Il est engagé donc pour aller détruire Stark Enterprise à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'il devient un ennemi d'Iron Man. Dans la version. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils en ont fait maintenant une. Là, j'avoue, là, je me suis pas renseigné, j'ai mal fait mes devoirs. J'ai pas regardé si le personnage de Ghost tel qu'elle apparaît dans les comics, dans le film, ils en ont fait un pendant dans les comics. Il me semble que oui, quand même, mais il n'y a pas grand-chose à en dire non plus, pour le coup. Si ce n'est que, effectivement, pour ceux qui auraient vu
Ant-Man 2, donc c'est un personnage qui a, comment dire, qui souffre d'une affection un peu particulière, puisqu'elle est prise dans une explosion qui va tuer ses parents. Elle se retrouve plus ou moins devoir survivre uniquement avec de l'énergie quantique, et elle va se retrouver donc dans le royaume quantique qui est exploré donc à partir de Ant-Man 2 jusqu'à Ant-Man 3. Voilà. Euh, Psychologiquement, moi, j'ai pas grand-chose à en dire non plus. Oui, effectivement, il y a un traumatisme. Voilà. Bon, en même temps, c'est un peu la thématique du film. Mais le catégoriser exactement, puis clairement, de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est le personnage qui est le plus en retrait, quoi. Il y a qu'un personnage qui est plus en retrait qu'elle, c'est Taskmaster, mais parce que Taskmaster finit avec une balle dans la tête au bout de 45 secondes de film, quoi. Ouais, ça, bon, ça c'est une autre histoire polémique du film. Enfin, c'est vrai que ces deux personnages-là, qui sont côte à côte, c'est bon, on les voit, Mm. Taskmaster et Ghost, bon. Pff, eux, ils auraient. Bon, Taskmaster, elle n'est pas dans le film, hein. Ghost, elle aurait pas été dans le film, ça aurait rien changé, pour moi, en tout cas au message. Ok, je comprends. Il y a des jours où on se sent vraiment nul. Et seul aussi, oui, je sais ce que c'est. Et à force, ces idées noires deviennent plutôt attirantes. Jusqu'à ce que t'aies une sensation de vide, un sentiment de... De néant. Ouais, de néant. Tu fais quoi dans ces moments-là? Tu ravales tout ça. Tu l'enterres. Tout au fond. Oh, génial. Merci. Super conseil. Y a pas de quoi. Ça y est, c'est fini la séance de psy? Je crois que j'ai trouvé la sortie. On va parler maintenant de la thérapie de groupe dans le film Thunderbolt. Et moi, ça me paraissait important de préciser que les thérapies de groupe au cinéma, on en voit finalement assez souvent, hein, dans plein de films différents, sous plein de formes différentes. Le groupe thérapeutique, ça peut s'illustrer de façon plus ou moins rigolote ou sérieuse d'ailleurs. Il y a des films, on peut en citer plein, hein. Il y a, je sais pas, je dirais Fight Club, où le personnage de Durden, là, je sais plus, Taylor Tyler Durden, Durden. voilà. Lui, il écume les groupes de parole, voilà, tout au long du film. Sinon, sur un mode plus humoristique, il y avait dans le monde de Nemo, il y a un groupe de parole de requins végétariens. Euh, Dans les films français, on pourrait citer Les Émotifs Anonymes qui parlent d'anxiété sociale. Et puis bon, un des groupes de parole les plus flippants que j'ai jamais vu, c'est quand même celui qui est dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, là, avec l'infirmière Ratchet qui anime dans un hôpital psychiatrique un groupe de parole. Bon voilà, il y en a plein d'autres. Il y en a même dans les documentaires. Notamment, il y en a un que j'avais beaucoup aimé, moi, qui s'appelait Some Kind of Monster, qui raconte la thérapie de groupe de Metallica, que le groupe a fait en 2005. Donc, il y a un psychothérapeute qui est là, qui anime un groupe de parole. Voilà, presque une thérapie familiale euh, pour le groupe Metallica. Je crois qu'on peut le trouver sur YouTube. Ou, enfin, enfin, non, je crois. Ah non, peut-être qu'il faut l'acheter. Je sais pas. Mais si vous avez l'occasion de le voir, c'est intéressant. Alors, sur le plan théorique, qu'est-ce que c'est que une thérapie de groupe? Euh, Déjà, une thérapie de groupe, c'est un ensemble de personnes qui ont des caractéristiques ou des buts en commun et qui se retrouvent dans un cadre de fonctionnement qu'ils ont tous accepté. Donc, c'est un lieu d'échange, de socialisation et qui implique aussi une notion d'engagement de la part des participants. Et la particularité et la richesse de la thérapie de groupe, c'est que le fonctionnement psychique du groupe est différent de la somme des fonctionnements psychiques des individus qui le composent. Je sais pas si vous avez suivi, mais bon, voilà. C'est la force du groupe qui permet de faire émerger des choses qui ne seraient peut-être pas sorties si les personnes étaient toutes seules.
Et donc l'ouvrage de référence, lorsqu'on parle de thérapie de groupe, c'est un ouvrage qui a été écrit par un Américain, Irvin Yalom, et qui s'appelle La théorie et la pratique de la psychothérapie de groupe. Et donc il pose des principes de base de ce que c'est qu'une thérapie de groupe, et notamment ce qu'il appelle les 11 facteurs thérapeutiques. Alors là, je vais faire un peu un inventaire à l'après-vert. C'est facilement compréhensible, je t'apporterai peut-être quelques petites précisions. Donc, lui, les 11 facteurs importants dans une thérapie de groupe, c'est l'instillation de l'espoir, l'universalité, la transmission d'informations, l'altruisme. Alors attention, la récapitulation corrective du groupe familial primaire, j'explique après. Le développement des techniques de socialisation, le comportement imitatif, l'apprentissage interpersonnel, la cohésion de groupe, la catharsis, ça aussi on y reviendra, et puis les facteurs existentiels. Donc, ce qu'il appelle la récapitulation corrective du groupe familial, en fait, c'est une façon de dire que euh, dans un groupe thérapeutique, il y a une répétition de certains modèles familiaux que les personnes ont connus ou avec lesquels les personnes ont grandi. Et ça, tu peux rejouer ces modèles-là au sein du groupe. Euh, Sinon, la catharsis. Qu'est-ce que c'est que la catharsis? C'est une façon, en fait, d'exprimer certaines émotions ou souvenirs refoulés, mais de le faire dans le cadre sécurisant du groupe. Et donc ça permet, en revivant dans ce cadre sécurisant ces événements-là, de pouvoir ressentir un soulagement ou de pouvoir surmonter ces événements. Et puis les facteurs existentiels, c'est ce qu'il appelle les vérités universelles, comme la mort, la liberté, l'isolement fondamental, et en particulier le vide, the void. The Void, encore. Donc, wink, wink. Ah, voilà. Le personnage de The Void tombe encore une fois au bon moment dans le film, quoi. Donc après, il faut savoir qu'il y a plein de types de groupes thérapeutiques différents. Ça diffère, ils diffèrent selon la méthode utilisée, la taille du groupe, l'homogénéité ou non du groupe, le caractère ouvert ou fermé. Enfin, il y a plein de critères différents. Et puis plein de méthodes aussi, hein. Ça peut être une approche psychanalytique, une approche interpersonnelle, psychodynamique, cognitivo-comportementale. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les psychanalystes, eux, ils avaient même fait des distinctions entre les thérapies par le groupe, les thérapies en groupe et les thérapies de groupe. Donc la thérapie par le groupe, c'est par exemple une réunion des alcooliques anonymes, où finalement c'est les interactions entre les personnes qui ont ce caractère thérapeutique, le soutien des autres, l'écoute bienveillante des autres, l'écoute du groupe permet de porter l'autre vers un mieux-être. Les thérapies en groupe, alors ça, moi, j'ai jamais vu ça, en fait, mais ça doit exister, hein. C'est le thérapeute qui va traiter euh, un membre du groupe sous le regard des autres. Et après, les autres font des commentaires. Et puis, la thérapie de groupe, bon, bah là, c'est la thérapie plus collaborative, co-développementale, où c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice et ensemble, le groupe construit quelque chose. Alors, les points communs dans le film Thunderbolt, ils sont multiples parce que euh, déjà le mot thérapie, en plus, il est prononcé dans le film. Je crois que c'est John Walker qui doit, à un moment donné, quand Yelena, elle parle à Bob, elle lui dit, bon, c'est bientôt fini la thérapie. Donc déjà, il indique que il y a cette dimension-là thérapeutique euh, qui va un peu bercer tout le film. Euh, et d'ailleurs, une thérapie, ça se déroule toujours hein, dans un espace commun où les personnes se réunissent. Euh, et là, les personnages, ils se rencontrent déjà au départ dans cet incinérateur, là où ils sont censés tous mourir. Euh, c'est un peu leur premier lieu de rencontre pour la thérapie, et où d'ailleurs, ils se présentent les uns les autres. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on a un peu un résumé de l'histoire de chacun, une espèce de mini CV. Ce qu'on fait en général dans une thérapie, hein, on commence par se présenter.
le thérapeute y compris d'ailleurs. Là, la thérapeute, c'est malgré elle, on va dire Valentina Desfontaines qui les réunit au départ pour s'en débarrasser et après euh, catharsis pour en faire les nouveaux Avengers, spoiler. Euh, mais bon voilà, métaphoriquement, elle a ce rôle-là. Bien sûr, comme dans un vrai groupe thérapeutique, les personnes partagent des événements de leur vie privée, de leur vie intime. Ils disent des choses sur eux-mêmes. Ça, à différents moments du film, chacun est amené à partager un moment intime de son passé. Euh, et surtout, chacun va jouer un rôle pour que le groupe arrive à surmonter une épreuve. Alors, bon, déjà, c'est dit plusieurs fois dans le film, si on veut sortir d'ici, si on veut s'en sortir, il faut qu'on s'entraide. Donc ça, bon, là, c'est dit clairement. Ça, le postulat, il est posé de base. Après, ça peut être montré de façon plus métaphorique, notamment lorsqu'ils s'appuient littéralement les uns sur les autres pour remonter à la surface quand ils sont au fond du puits, là. Euh, donc là, ils sont tous dos à dos et c'est leur collaboration qui fait qu'ils arrivent à sortir à sortir du trou. L'universalité dont je parlais tout à l'heure, là, dans les 11 principes de Yalom, euh, l'universalité, c'est de faire passer le message que bah, finalement, vo- le problème que tu traverses, les difficultés que tu traverses, ben, t'es pas les seuls, t'es pas le seul à les avoir traversées. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est Bucky qui leur dit à un moment donné, moi aussi, je suis déjà passé par là, je comprends votre situation. Voilà. Bon, l'espoir, ça, c'est pas vraiment spécifique dans le film parce que l'espoir, c'est un peu le moteur de n'importe quel film Marvel. Il faut triompher du mal et donc il- euh, chaque super-héros fait renaître l'espoir à un moment donné. Donc bon, ça, c'est assez générique. Mais bon, là, pour le coup, dans le film, ça colle assez bien. Quoi d'autre? Sinon, la cohésion de groupe. La cohésion de groupe, là, elle est assez évidente. Alors, je crois que c'est surtout au moment de la grande bataille dans le centre de New York, justement, quand ils essayent de se défendre contre The Void, où là, ils travaillent ensemble, ils collaborent bah, pour sauver les civils qui sont menacés. Euh, Et puis, évidemment, la cohésion du groupe, on la voit surtout à la fin, lorsque ben, voilà, ils se portent tous derrière le personnage de Bob pour le délivrer de l'emprise de son alter ego, The Void. Scène qui a été pas mal critiquée, je trouve, sur les réseaux sociaux, parce que les gens disaient que bah, voilà, si pour aller mieux dans la vie, il suffit de se faire des câlins, moi, il n'y a pas de problème, je deviens thérapeute quand je veux, quoi. Alors, certes, le raccourci était un peu simpliste, mais ce qui compte, c'est le message métaphorique, c'est-à-dire, voilà, on est derrière toi, on te soutient, et ensemble, grâce à l'aide de chacun, eh ben, on arrive à aider une personne à résoudre son problème ou à surmonter ses difficultés, à aller mieux. Voilà. Euh, et puis donc ce que je disais, je terminerai là-dessus, sur le parallèle dans le film, c'est les questionnements existentiels qui sont eux surtout abordés enfin, à travers les personnages de Yelena et Bob. Bob, on a parlé, The Void, le vide, l'abandon. Yelena, elle, l'abandon, elle le vit, enfin c'est plus l'abandon au sens vide intérieur, comme elle le présente, enfin, c'est pas The Void, le personnage The Void, l'alter ego dissociatif, mais plus un état de manque profond qui se manifeste chez Yelena. Et c'est ce lien-là, finalement, qui va unir plus particulièrement les deux personnages.
Voilà, je termine ma longue parenthèse sur cet aspect thérapie de groupe et si tu veux bien, on va prendre le temps de parler juste de quelques personnages, personnages, de quelques personnages des comics et qu'on a retrouvés aussi au cinéma ou dans les séries. Bah, effectivement, comme je disais tout à l'heure dans mon mini tunnel sur un peu les précautions oratoires, donc Marvel, en fait, ils n'ont pas commencé à écrire des personnages qui avaient des troubles mentaux, des troubles psychiques avant-hier. Et donc déjà, bon, bah, déjà, il y a énormément de personnages qui vont souffrir euh, de manière plus ou moins lourde d'un syndrome post-traumatique. En même temps, vu les vies qu'ils ont, l'inverse serait un peu étonnant, puisque soit c'est la façon dont ils ont récupéré leur pouvoir qui est très problématique pour certains d'entre eux, soit c'est ce qu'ils ont vu une fois qu'ils ont commencé leur vie super-héroïque. Enfin, ils voient quand même un certain nombre de cadavres quand même par jour, ces gens-là, pour le coup, des morts ultra violentes. Donc, euh, donc bon, donc voilà, effectivement, donc j'ai effectivement syndrome post-traumatique, il y en a énormément, énormément, énormément. Maintenant, il y a effectivement des affections plus, comment dire, plus spécifiques, voire même plus rares pour le coup, notamment bah, le TDI. Alors, je ne sais pas si tu veux expliquer rapidement ce que c'est avant que je fasse une énumération, mais Bah, le TDI, le trouble dissociatif de ouais. l'identité, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le personnage de Bob, hein, c'est-à-dire le fractionnement de l'identité en différents alters qui détiennent une partie des souvenirs traumatiques. On a Ouais, effectivement ben, le personnage le plus connu, on va dire, pour les gens qui sont un peu intéressés au Marvel Cinematic Universe, bah, ça va être Moon Knight, donc le Chevalier de la Lune. Mark Spector, donc dont la série est à quelques années, enfin 2-3 ans maintenant aussi, qui a donc bah, lui trois personnalités multiples minimum, très 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 marquées, qui ne partagent pas les mêmes souvenirs en plus entre elles, qui n'ont pas toute conscience qu'elles existent. En dehors du MCU, mais toujours chez Marvel, on aura Légion aussi, donc bon, qui n'est pas dépeint exactement de la même manière entre le comics comment dire, et la série. Très très bonne série d'ailleurs au passage. Voilà, c'est une série de super-héros qui parle pas de super-héros pour le coup, ou pas vraiment, et qui a vraiment des bonnes idées de mise en scène. Voilà. alors, Euh, bah, moi je suis en train de la regarder là. C'est hmm, un peu dur à regarder hein, quand même. Enfin, ouais. moi Ah, pardon. Oui. je suis vraiment aux Hmm. premiers épisodes et le personnage de Légion, alors là pour le coup, il est pas, c'est pas présenté comme un trouble dissociatif de l'identité comme ça pourrait être le cas dans les comics. Là, c'est vraiment présenté frontalement comme une forme de décompensation aiguë de schizophrénie Hmm. paranoïde. Euh, c'est c'est assez dur hein, parce que euh, c'est vraiment les symptômes positifs qui ressortent, c'est-à-dire un délire très riche avec un sentiment de persécution qui est très intense, euh, des phénomènes hallucinatoires. Alors ça, bon, présenter des hallucinations en série ou au cinéma, les hallucinations visuelles dans la schizophrénie, ça n'existe pas, hein. C'est souvent des hallucinations qu'on appelle intrapsychiques, c'est-à-dire des pensées qui viennent se mélanger, enfin des pensées supplémentaires qui viennent se mélanger à la pensée de l'individu et qui l'influencent, Ouais. euh, qui, euh, qui influencent son comportement, Mais son lui, il est vocabulaire. télépathe. Lui, il est Mais télépathe. lui, il est télépathe. Et bon, alors effectivement, la télépathie, ça n'existe pas dans notre monde à nous. Mais faisons un exercice de pensée. Qu'est-ce que ça donnerait un télépathe avec ce genre de trouble? Ouais, c'est compliqué. Alors, j'en suis pas arrivé à ce Et moment-là de la est-ce qu'il en série. aurait pas est-ce qu'il aurait pas des hallucinations plus, plus visuelles pour le coup? En fait, les hallucinations visuelles, comme je disais, au cinéma, elles sont là euh, parce que ça passe mieux au cinéma. C'est plus facile de représenter un trouble psychique ou des hallucinations intrapsychiques en mettant des acteurs avec qui la personne interagit. Ça, j'en avais bien parlé dans le tout premier épisode du podcast sur Un homme d'exception, qui traitait de schizophrénie paranoïde, et où finalement
toutes ces hallucinations intrapsychiques étaient manifestées par des personnages avec lesquels il interagissait comme des hallucinations visuelles. Mais les hallucinations visuelles, c'est quelque chose de très très rare en psychiatrie. Et souvent, Oui, ça oui, traduit pas un mais lui, il problème est psychique. télépathe. Mais lui est télépathe. Mais lui, il est télépathe. Et, et bon, et on ne saura jamais ce que ça donne un télépathe qui a ce genre de trouble pour le coup. Mais lui, il est télépathe. Et juste pour finir sur lui et revenir sur la version comics. Donc oui, son origin story, c'est à peu près la même. Donc il est le fils du professeur Xavier dans les deux œuvres. Juste dans le comics, donc il a 7 personnalités, je crois, et chacune des personnalités a accès à un de ses pouvoirs. Voilà, il y en a un qui est télépathe, il y en a un autre qui est télékinésiste, il y en a un autre qui est pyrokinésiste. Donc, sous-entendu, il fait du feu. Voilà, il claque des doigts et ça fait du feu, quoi. Pour le coup, combustion, enfin, pas combustion spontanée parce qu'il va pas se mettre en danger lui, mais combustion spontanée d'autres choses et d'autres personnes, pour le coup. Il y a des personnalités, il me semble aussi, qui n'ont pas de pouvoir aussi, mais voilà. Donc, c'est cette personnalité et chacune a un pouvoir différent. Il n'est pas au niveau de Split, hein, j'ai envie de dire, petit joueur à côté de Split, mais bon, Split, enfin, toujours pensé qu'il y avait trop de personnalité pour le bien du film. Pour le coup, euh, C'est pas impossible. on va revenir on va pas faire l'analyse de texte des œuvres de M. Night Shyamalan parce que sinon voilà. Donc effectivement, dans Moon Knight, qui est-ce qu'on peut citer d'autre? Ben, pour tout ce qui va être narcissisme et alcoolisme, ben, on peut ressortir Tony Stark, dont on a déjà parlé brièvement tout à l'heure. En off, tu vois, t'avais cité Red Richards Ah, Red Richard. pour le trouble du spectre autistique. Et c'est pas si facile que ça à prononcer. Oui, alors les troubles du spectre autistique, c'est un peu, comment dirais-je? C'est difficile à caractériser parce il y a plein de formes différentes finalement, notamment chez les personnes qui n'ont pas de troubles autistiques handicapants au point où ça les prive de langage ou même de leur intellect. Donc ce qu'on appelait à l'époque l'autisme de haut niveau, euh, les troubles du spectre autistique, c'est des personnes qui ont quand même réussi à surmonter en partie leur handicap et qui ont réussi à s'intégrer dans la société et à vivre, enfin, qui ont pas, la plupart du temps réussi à surmonter le handicap pour que ça se voit pas, quoi. Sauf qu'ils en souffrent quand même réellement. Euh, Je pensais à Red Richard parce que j'ai vu Les Quatre Fantastiques et j'ai vu l'interprétation de Pedro Pascal et je trouvais que dans sa façon d'aborder les interactions sociales euh, et sa façon très logique de fonctionner, enfin, priorisant les solutions intellectuellement viables plutôt que les solutions émotionnelles, ça pouvait m'évoquer ça. Hmm. Maintenant, je sais pas comment il est dans les comics. Alors, dans les comics, jusqu'au boutiste. Voilà, c'est qu'il a une idée, il va à fond. Sa famille peut être en danger, c'est pas grave. Voilà, il y a quand même une équation du second degré à terminer là. Voilà, j'ai pas fini je viens juste à peine de finir de calculer la dérivée. Vous êtes gentil, vous allez attendre 2 secondes, quoi. Donc ça peut être un peu comme ça. Maintenant, enfin, je pense aussi c'est un défaut aussi du cinéma hollywoodien. Euh, Tous les génies les dépeignent un peu de la même manière. À savoir, enfin, si tu prends par exemple un film qui a quelques années, The Imitation Game, euh, avec Benedict Cumberbatch, j'espère que j'écorche pas son nom de famille parce que pour ne ça sinon. Enfin, je trouve effectivement que tous les génies sont un peu dépeints comme Rain Man. Voilà. Donc là aussi, il faut retourner dans les années 80 pour voir la ref. Mais donc voilà, donc c'est un peu autiste, un peu je comprends pas ce qui se passe autour de moi, un peu les interactions sociales, je les comprends pas, et puis surtout je m'en fous. Euh, Ah, c'est pas tant que les personnes s'en fichent, c'est que dans leur je mode parle dans les films, d'interaction. hein. Je Ah oui, parle dans les films hollywoodiens. ah oui. Je trouve qu'ils sont un peu tous dépeints de la même manière et qu'ils sont un peu dépeints comme ça. Hmm. En l'occurrence. Et surtout, enfin, voilà, un personnage aussi que je voulais citer, enfin plutôt une équipe que je voulais citer. Donc, si vous vous intéressez donc à des personnages donc, qui ont des troubles
Euh, Si vous vous intéressez à des personnages qui ont des troubles psychiques, pour le coup, il y a, voilà, il y a une équipe de super-héros qui a été faite pour ça. Surtout si vous regardez les années 80, fin des années 80 et début des années 90, jusqu'au milieu des années 90, c'est l'équipe de super-héros canadienne, donc la division Alpha. Alors c'est simple, hein, tous les membres de l'équipe, ils ont un problème dans leur vie. Euh, et ils ont tous les troubles possibles, sauf peut-être l'alcoolisme pour le coup et la drogue, et encore que. Mais voilà, tous les membres ont un problème et la plus marquante, on va dire, d'entre eux, c'est un personnage donc, qui s'appelle Aurora, qui est donc la sœur d'un personnage qui lui-même s'appelle Vega et qu'on va retrouver jusqu'à relativement récemment dans les X-Men. Alors elle, en fait, elle a donc une enfance chez les bonnes sœurs, et dès que ses pouvoirs de mutante sont commencés à ressortir, bah, les bonnes sœurs ont fait brimade, punition corporelle, ont enfermé dans un placard et compagnie. Et donc elle en a développé effectivement une personnalité très pieuse, mais qui n'a pas accès à ses pouvoirs de mutante, et à l'inverse, une personnalité qui a accès à ses pouvoirs de mutante mais qui a la personnalité exactement inverse, c'est-à-dire très délurée, très femme fatale, très je saute sur tout ce qui bouge, enfin voilà quoi. Et D'accord. jusqu'à relativement récemment, c'est-à-dire jusqu'au début du siècle, on va dire, quand on parlait de TDI, c'était surtout elle qui était mise en avant que ceux qu'on a pu citer. Mais effectivement, elle est un peu tombée dans l'oubli, et c'est surtout Moon Knight, Légion et Sentry qui sont un peu ressortis sur ce genre de trouble, quoi. Voilà. C'était pas vrai ce que je t'ai dit quand on était dans le bunker. C'est pas vrai, on peut pas l'enterrer. Personne peut garder ce genre de choses pour lui tout seul. Personne. Il faut que ça sorte. Et pour ça, justement, il faut pas rester seul. Même si le sentiment de vide ne disparaît pas pour autant, il sera beaucoup plus léger à porter, crois-moi. Qu'est-ce que t'en sais? C'est ce que j'ai fait et déjà je me sens mieux. Alors, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film, Guillaume? Bah, déjà, t'as un peu spoilé une partie, effectivement, c'est que tout se résout avec un câlin. Et ça, c'est bien. Faut se faire plus de câlins dans la vie. Ça, c'est le premier renseignement du film. Non, déjà, déjà un problème, c'est que les gens retiennent généralement la conclusion. Donc, je sais pas si je dois commencer par les effets positifs, enfin, sur les aspects positifs ou négatifs. Mais en gros, bon, déjà, ça faisait quand même quelques films que Marvel n'était pas d'une qualité incroyable. Alors, c'est pas non plus film de l'année, hein. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais C'est pas ma les foi, éternels, quoi. c'est un- C'est- mais ma foi, il y a alors je comprends pas, il y a des gens qui aiment ce film. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Éternel, pour moi, il y a il y a même des moments, je me souviens même pas que le film a existé, quoi. Mais bref. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, bah, ça faisait un petit moment déjà et qu'on enchaînait les films pas terribles, terribles. Et celui-là, il est quand même un peu meilleur que les autres. Pour le coup, il est plutôt agréable, même. Alors, il n'y a pas d'idée phénoménale de mise en scène en termes de cinéma pur. Euh, pour le coup, vite fait, à la limite, là, effectivement, le passage de pièce en pièce. Et encore, c'est pas hyper original, enfin, on l'a déjà vu. Vite fait, effectivement, on va appeler ça le gommage des gens dans New York par The Void. Mais hormis ces deux effets comment dire, purement CGI, je trouve qu'il n'y a pas enfin, il y a pas beaucoup d'idées de mise en scène. Enfin, il est assez classique, on va dire. Donc c'est un peu un buddy movie à plusieurs, dans le sens où au début, donc, ils sont dans l'affrontement, déjà effectivement physique, puisque comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le but du jeu au tout départ, c'est qu'ils s'entretuent. Hmm. Et puis dans un affrontement plus verbal et narcissique par la suite, pour enfin, à la fin, comme tous les bons buddy movies, devenir les meilleurs amis du monde, même si la scène post-crédit nous montre que c'est pas encore tout à fait le cas, pour le coup. Et donc voilà, donc ouais, c'est un film qui m'a plutôt surpris, je m'attendais à moins bien que ça.
pour le coup. Euh, Il y a des moments qui sont marrants, il y a des moments qui sont touchants, il y a des belles scènes d'action, encore une fois, hein, sans idée particulière de mise en scène, sans originalité particulière à ce niveau-là. Mais ça fait partie des meilleurs Marvel ces dernières années, euh, en l'occurrence. Donc voilà, le principal reproche que je lui ferais, c'est qu'en fait, il aurait peut-être eu plus sa place en série qu'en film, euh, parce Ah que je ouais. trouve, parce que je trouve je trouve que le passage du Bob introverti qui est là pour faire le comic relief à Bob tout puissant qui se dit mais en fait je suis Dieu, donc pourquoi je vous écouterais? Je trouve que le passage il est vraiment traité en 4 minutes chrono. Et, euh, et en fait, on aurait pu rendre sur une série, alors pas une série de 24 épisodes non plus, hein, mais sur une série qui aurait fait, je sais pas, moi, ne serait-ce qu'une demi-douzaine d'épisodes de 45-50 minutes, on aurait pu rendre le personnage plus inquiétant tout au long de la série, pour le rapprocher un peu du sentiment qu'il donne au lecteur et aux autres personnages dans les BD. Alors que là, je trouve que ça passe un peu d'un claquement de doigts d'un état à l'autre, en l'occurrence. Et puis bah, l'autre défaut, effectivement, bah, c'est celui que j'ai dit en préambule, c'est t'es psychopathe, tu es atteint de TDI ou de troubles post-traumatiques, fais un câlin. Fais un câlin et tout ira bien. Ah. Oh, tiens, je vois que tu n'as pas accès au second degré. Oui et non, voilà, moi je trouve que c'est un peu traité à la vite, quoi. Voilà. Après, moi, je ne suis pas expert en cinéma, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence dans enfin, dans les films Marvel entre ce qui a été filmé et l'histoire qui est racontée dans le montage. C'est-à-dire que tu as l'impression des fois que certains films sont un peu montés à la machette, ou alors atrocement raccourcis, ou des fois tu as des transitions pour lesquelles tu as du mal à percevoir le sens. Bon, en tout cas, là, au final, l'histoire qu'ils veulent raconter là, je trouve, c'est... Bon, moi, j'y ai trouvé mon compte. Alors, certes, je suis quand même plutôt bon public, hein. Moi, je ne suis vraiment pas difficile en matière de films, de blockbuster. Voilà, je vais pas pinailler. Je prends le film tel qu'il est et puis voilà. Après, je trouvais ça intéressant, moi, d'aborder quand même cet aspect Oui. psychologique à travers un film qui est plutôt destiné au grand public et à aborder les interactions de groupe comme ça. Je trouvais ça plutôt pas mal. Il y a certaines pathologies quand même qui sont, je trouve, plutôt bien représentées. Et puis quand même, c'est assez culotté de commencer son film par une scène qui quand même ressemble à s'y méprendre à une scène de suicide, hein, même si le message après, c'est pas ça. Mais waouh, au début, tu commences, tu vois une jeune fille qui a l'air en détresse, qui regarde le vide, qui saute dans le vide. Faut le faire, quoi. C'est pas, c'est pas évident. Non, sur tout cet aspect-là, je suis entièrement d'accord. Euh, je vais juste pinailler sur un autre détail qui a pour le coup rien à voir avec le message du film. Je trouve aussi tout à la fin, qu'ils ont aucune raison de s'allier à Valentina. Je trouve que le passage du c'est bon, on a sauvé Bob et donc New York de The Void, et maintenant on va aller dit vulgairement péter la gueule à Valentina de Fontaine. On pousse la bâche derrière laquelle elle se cache, et tout d'un coup, on voit qu'il y a une conférence de presse, et du coup, on est coupé dans notre élan, donc on ne fait plus rien, et donc on se retrouve à Avengers du jour au lendemain. Je trouve que cet enchaînement-là n'a aucun sens. Ils n'ont aucune raison de switcher aussi vite et d'accepter
hormis Alexei, dont lui, c'est le rêve, effectivement, de Bah, faire partie d'une équipe de super-héros, je trouve que les autres n'ont aucune raison, et Bucky en tête, n'ont aucune raison d'accepter. Surtout que c'est tous des assassins, c'est tous des tueurs, comment dire, au sang-froid. Ils n'ont aucune raison de le faire. Enfin, voilà. C'est mon avis, somme toute personnelle. il n'y a pas que Red Guardian qui recherche la popularité. Enfin, John Walker, il a Oui, c'est vrai. l'occasion Ah, mais c'est le même personnage, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait. C'est le même à 20 ans d'écart. C'est exactement le même. C'est la copie conforme. Mais Bucky, il a aucune raison d'accepter. Oui, Aucune. il y aurait Bucky à la rigueur. Mais Yelena, elle dit à un moment donné, elle dit, moi, je veux arrêter, je veux un rôle. Enfin, Ouais, elle veut passer du côté des anges, pleinement du côté des anges. oui, c'est ça. Je sais plus comment elle dit, je veux passer sur le devant de la scène ou quelque chose comme ça. Mm. Donc, finalement, elle les a tous pris au mot, hein. À part Bucky, effectivement. En même temps, Bucky, il trouve pas sa place en tant que, je crois qu'il est sénateur ou je sais pas Mm. quoi, hein. Bon, on voit que Congressman, c'est, ouais, c'est voilà. sénateur. Ouais. Donc finalement, on peut se dire que ça lui va quand même pas mal. Et puis, bon, quelque part, il a été Avenger, lui, à un moment donné. Donc, vu que les Avengers n'existent plus, Jamais vraiment été enfin, dans le MCU, je parle, hein. Il l'a jamais vraiment été. Ah bon? Ben, pas officiellement, c'est-à-dire qu'il il participe à la bataille contre Thanos, mais c'est tout, quoi. Donc il est pas plus Avengers que Gardien des Galaxies ou il a jamais Hmm. eu la carte de membre, en fait, quoi, réellement. Enfin, tu vois, tout ça pour dire que, bon, finalement, on les met devant le fait accompli. Bon, allez, Mm. tiens, on vous propose de devenir les nouveaux Avengers. Ben, ok. Ça, ça, ça passe, en vrai. Et du coup, c'est là où ils arrivent à refaire le lien avec la BD, où effectivement les Thunderbolts sont les nouveaux Avengers à un moment donné. Hmm. Voilà. Voilà, sans Thaddeus Ross. Et sans Norman Osborn. Sans Norman Osborn. Ça viendra, ça viendra. Ok, très bien. Avant de terminer, on va passer à notre recommandation en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Tu veux commencer? Allez, je commence. Bah du coup, toujours, hein, je reviens à ce que je disais au tout début, je reviens sur mes précautions ératoires. Donc, j'avais parlé un peu de décès, et en fait, c'était pas totalement gratuit. C'est parce que, donc voilà, donc la recommandation, on va dire BD, va concerner effectivement l'univers DC. Comme quoi, hein, quand je disais qu'ils s'intéressaient pas trop à la psychologie de leurs personnages et surtout qu'ils avaient tendance à faire des personnages un peu plus que surhumain, c'est-à-dire divin pour le Mhm. coup, ben voilà donc le contre-exemple, l'exception, voilà la contradiction donc dans mes mains. Donc ça s'appelle Héros en crise dans la langue de Voltaire pour le coup. Et donc c'est une petite BD qui est donc parue chez Urban Comics il y a quelques années maintenant, qui part d'un pitch qui est pas hyper original, à savoir bon il y a un meurtre à élucider, voilà il y a un meurtre de super-héros avec plein d'S, parce qu'il n'y a pas qu'un seul super-héros qui meurt, pour le coup, à élucider. La particularité, en fait, c'est que ce meurtre intervient dans un complexe secret qui a été construit par la Justice League, Batman, Superman en tête, qui a pour vocation d'accueillir donc les super-héros qui ont besoin de thérapie. Voilà, pour le dire comme ça. Donc c'est un centre thérapeutique pour super-héros secret, qui est tenu secret déjà parce qu'il ne faudrait pas que les méchants l'attaquent, hein, tu veux quand même. Et puis aussi parce que le public ne doit pas savoir que les super-héros qui vont sauver le monde tous les jours souffrent de problèmes plus ou moins lourds, allant de la petite dépression passagère à la grosse dépression pas passagère du tout, en passant par syndrome post-traumatique, TDI, enfin bref, tous les troubles qu'on a évoqués aujourd'hui, pour le coup. Et donc c'est une BD qui est intéressante déjà pour ça, parce que c'est rare qu'on en fasse un élément central en tout cas. Ça peut être comment dire, un qualificatif d'un personnage. Ça peut être comment dire, ce qui va mettre
en marche le personnage pour le coup, mais en faire vraiment l'élément autour duquel on va écrire une histoire, pour le coup, c'est assez rare hein, pour être noté, surtout chez DC. Et l'autre raison aussi, c'est que comment dire, à intervalles réguliers dans cette BD, on va avoir donc des séances de, comment dire, de thérapie de héros. Euh, Parce qu'en fait, donc ce qui vient en parallèle de cette histoire de meurtre, c'est que tous les dossiers et tous les enregistrements qui ont été faits à des fins thérapeutiques, qui sont censés être des enregistrements qui doivent être éphémères, donc ils doivent être effacés dès que la séance est terminée, bah, en fait, quelqu'un a réussi à les pirater, à ne pas en faire des enregistrements éphémères et à les sortir dans la presse. Et donc, nous, lecteurs, avons le droit à plusieurs passages, donc à des petites séances de thérapie comme ici, sous forme de gaufrier, ainsi de suite. Voilà, donc tous les personnages principaux de DC y passent. Batman, Wonder Woman et Superman aussi. Et donc je trouve ça hyper intéressant, hyper profond pour le coup. Euh, Surtout qu'on voit que c'est progressif. Et un des plus intéressants, justement, c'est l'ensemble des Robins qui, en fait, à chaque fois que cette page de thérapie ressort, donc il y a un des Robins qui est dans la séance de thérapie, et quelques pages plus tard, on voit un autre Robin répondre un peu comment dire, sans le faire exprès, à la thérapie du Robin précédent. Donc vous avez Jason Todd, vous avez Damian, Wayne, et puis tous les autres qui interagissent comme ça. Vous avez Batgirl aussi à un moment donné, et peut-être même Oracle, qui interviennent comme ça. Enfin voilà, donc je trouvais que c'était parfait à deux titres. Déjà parce que ça colle tout à fait avec ce dont on a parlé. Et puis en plus de ça, parce que pour le coup, c'est chez DC, c'est pas chez Marvel. Voilà. Ça a l'air vachement intéressant comme BD. Bah, C'est- en vrai, l'histoire du meurtre est pas incroyable, mais tous les à côté, oui. Très bien. Donc, in Crisis, Yes, Héros en crise. yes. Ok. Donc en version française, donc chez Urban Comics. Quant à moi, je vais vous parler d'un bouquin écrit par Anthony Huard aux éditions de L'Opportun qui s'appelle Freud et les super-héros. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit pas? On le voit. Hop là, il est là. Euh, alors là, ça traite le cas des super-héros sur, c'est dit dans le titre, hein, sur le mode psychanalytique. Donc pour moi, la psychanalyse, alors je vais faire hurler les psychanalystes, mais bon, c'est un peu la philosophie de la psychiatrie, c'est-à-dire aller creuser dans l'intimité des sujets. Et donc, bon voilà, il y a quelques super-héros qui sont psychanalysés dans cet ouvrage. Par exemple, Spider-Man, voilà, la toile idéale dans la névrose obsessionnelle. Euh, Ça parle d'une manière plus générale sur la névrose des super-héros. Le personnage de Phoenix et la puissance, jouissance illimitée. La sorcière rouge, puissance et chaos. Wonder Woman, pareil, etc., etc. Pardon. Donc, bon voilà, c'est une approche très, très psychanalytique, mais ça se laisse lire. C'est pas trop long comme bouquin, donc c'était parfait pour moi. Voilà, donc aux éditions Opportun, Freud et super-héros. Voilà, tac, je le remontre. On le voit toujours pas, c'est pas grave. Hop. Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ma séance de psy sur principalement hein, Instagram et Facebook. C'est à peu près les seuls endroits où je suis un tout petit peu actif. Après, la vidéo de l'enregistrement, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube de ma séance de psy. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des questions ou des sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast, je vous suggère de le faire dans les commentaires de la vidéo YouTube. C'est plus simple pour moi. Et puis comme ça permet
Ça permet de rendre un peu plus visible les vidéos qu'on met sur la chaîne. Et toi, Guillaume, alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, principalement sur un site qui s'appelle donc tryagame.fr. Voilà, donc on va parler pop culture, jeux vidéo et jeux de société. D'accord. Tu as des choses en perspective là? Oui, mais je suis sous embargo, j'ai pas le droit d'en parler. Très bien. Ça marche. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans pas trop longtemps, j'espère. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut à tous et salut à toi, Guillaume. Salut!